On accueille avec grand plaisir. Vous pouvez nous rejoindre. Merci beaucoup, Gwendoline de Bonneau. Merci d'être avec nous. Reporter de notre rédaction, à qui c'est un visage que vous connaissez. C'est souvent une voix également que vous connaissez. On vous a connu sur beaucoup de théâtres, d'opérations. Et vous revenez de Gaza. Vous nous proposez un document absolument extraordinaire. Quelque chose d'inédit. En 2-3 mots, racontez-nous ce tournage, la genèse de ce tournage. Alors justement, moi j'ai pas été à Gaza pour une raison simple, c'est que Gaza est fermé à la presse étrangère. C'est ce que vous dites dans le reportage. Personne n'a le droit d'y aller. Non, voilà, donc non, je n'y suis pas allée. Justement, l'idée c'était de réfléchir à comment raconter la vie quotidienne, des tranches de vie quotidienne. Il faut faire des choix. Sans pouvoir y aller, et du coup j'ai travaillé avec des journalistes que je connais bien, des journalistes gazaouis avec qui j'avais l'habitude de travailler en allant à Gaza, et voilà, on a réfléchi à ce qu'on allait tourner, ce qu'on pouvait montrer, voilà, comment choisir une petite fraction de la réalité qui est extrêmement dure évidemment aujourd'hui à Gaza. Et pourquoi les téléspectateurs vont découvrir ce reportage, mais pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Beaucoup auraient pu montrer la guerre, les stigmates de la guerre, vous allez voir, c'est pas ça, je vais pas dire qu'il y a de l'espoir, il y a de l'humanité en tout cas. Il y a des choses qui se vivent et qui se racontent. Les journalistes dont je vous parle, on se parle tous les jours quasiment. Vous pouvez les citer de manière. Oui, il y a Rami Abou Djamous, il y a un autre journaliste qui s'appelle Fadi et puis qui lui-même travaille avec d'autres journalistes. Et en fait, on a beaucoup discuté entre nous, un peu comme dans une conférence de rédaction, ce qu'on ferait ici à LCI, pour savoir sur quoi se concentrer. Et ce qui est très vite ressorti des discussions, c'est que ce qui était bouleversé par cette guerre, c'est la structure familiale gazaoui. C'est le quotidien des enfants, c'est le rôle de parents aussi, qui est vraiment mise à mal, la place de l'homme, la place des femmes, la place des enfants, tout ça, on le voit moins, c'est moins visible que des ruines, mais c'est ça, en fait, qui est totalement soufflé, explosé aujourd'hui à Gaza. Donc on a choisi d'essayer, en tout cas, de raconter cette structure familiale gazaoui qui est en ruine, elle aussi. On regarde et on se retrouve juste après. Voici à quoi ressemblait Gaza il y a encore 2 ans. Que dire aujourd'hui ? C'est la première question qui vient à l'esprit lorsqu'il faut qualifier le niveau de destruction dans l'enclave défigurée. Par endroits, il est équivalent à celui des villes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Ces images en attestent, elles sont tournées par 2 journalistes avec qui nous avions l'habitude de travailler à Gaza, car l'enclave est désormais interdite à la presse étrangère. Le Hamas assume d'avoir englouti l'avenir des Gazaouis avec le pogrom du 7 octobre. Le gouvernement israélien assume sa guerre totale contre le mouvement islamiste et les dommages collatéraux. Derrière cette expression, l'État hébreu admet lui-même que 16 000 civils au moins ont été tués. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, dénombre plus de 40 000 morts, dont 11 000 mineurs. La structure familiale gazaoui est à l'image de l'enclave, en ruine. Pour les familles qui sont encore en vie, c'est toute la normalité des choses qui a été soufflée. Avant la guerre, c'était le temps de la rentrée scolaire. Mais ce matin de septembre, Amir ramasse du nylon, des bouts de bois, n'importe quoi qui puisse faire démarrer le feu d'un four à pain. À 14 ans, Amir doit désormais travailler. Je travaille pour aider ma famille. Je fais du pain pour leur donner de l'argent. C'est pour ça que je travaille. Je travaille toute la journée jusqu'au soir au four pour gagner 15 shekels et rentrer. 15 shekels, 3,50 € par jour. Aujourd'hui, nombre d'enfants travaillent pour ces sommes dérisoires. Si tu veux rentrer, c'est bon. Ok. Tu peux rentrer ou aller sur ton stand, mais tu reviens demain matin tôt. Avant le 7 octobre, la quasi-totalité des enfants de Gaza étaient scolarisés. Désormais, la survie prime et l'éducation est un souvenir. Dans l'après-midi, Amir entame son 2e petit boulot pour gagner 2 € de plus. Je finis mon travail au four et je viens travailler au stand. Je me rappelle quand on était dans le nord, je rentrais de l'école, on jouait au foot. Après le foot, on rentrait à la maison se doucher.
Après, on allait au cybercafé pour jouer à Counter-Strike ou à PUBG. Mais bon, on a oublié tout ça. Ma vie dans le Nord était meilleure. Je veux juste qu'on rentre chez nous. Amir et sa famille habitaient le nord de la bande de Gaza. Ici, dans le camp de Jabalia. Dès le début de la guerre, Israël ordonne l'évacuation du nord pour lancer son offensive terrestre. C'est le début d'un exil interminable pour Amir, comme pour plus d'1,5 million d'autres Gazaouis. Ce départ du nord de Gaza, Rami Abou-Jamous s'en souvient comme l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait eu à prendre en tant que père. Nous avions l'habitude de partir en reportage avec Rami à Gaza. Il vit aujourd'hui sous une tente. Chambre à coucher, petit coin cuisine. En novembre, Rami filme son départ de la ville de Gaza, sous les tirs, avec Saba, sa femme, et son fils Walid, alors âgé de 2 ans. Ça va, Baba? Dido. Leurs voisins sont tués dans la fuite. Rami nous donne des nouvelles tous les jours depuis le début du conflit. Nous lui avons demandé de nous parler de son quotidien de père à Gaza. Être père pendant la guerre, c'est pas quelque chose d'évident. La première décision qui était trop difficile pour moi, c'est le fait de quitter chez soi ou pas. Parce que je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire sortir de chez soi. C'est finir sous une tente. C'est une vie d'humiliation. Et malgré ça, j'ai essayé de faire de cette tente un lieu d'amusement pour Walid. On n'appelle plus une tente. On dit toujours la villa. Pour que Walid reste dans sa tête que c'est une villa. Je lui ai amené une piscine gonflable aussi. Pour qu'il joue pendant l'été en croyant qu'on était en période d'excursion. Tout ça, c'est beaucoup d'efforts pour épargner les enfants et épargner Walid. Je ne voulais pas que la peur s'implante dans son cœur. Être parent à Gaza est un combat de chaque instant, une lutte qui se fracasse parfois sur l'absence totale de perspective. Le père, malheureusement, il a perdu le rôle de protecteur. Il ne peut pas protéger ses familles. Les enfants, ils voient comment il y a des bombardements. Et parfois, quand on reçoit des questions de la part des enfants, on ne trouve pas de réponse. Et quand est-ce que ça va finir? J'ai pas de réponse. Et à chaque fois, je leur dis, tout ça, ça va finir. Ne vous inquiétez pas, c'est juste question de temps. Et ça fait presque 1 an que je dis ça, ils ne me croient plus. Nord de la bande de Gaza. Israël assiège cette partie de l'enclave où le Hamas tente de reconstituer ses forces. Près de 300 000 civils y vivent encore, à l'image de Khaled Abou Nima. Cet ambulancier travaille jour et nuit et sa fille de 4 ans, Amira, lui manque. Comment tu vas? Moi, ça va. Comment va Amira? Elle dort? Je voudrais rentrer pour la voir. Elle me manque. Allô? Déplace-toi pour capter le réseau, ça passe mal. Les drones israéliens volent constamment au-dessus de la ville de Gaza. Être ambulancier ici, c'est exercer l'un des métiers les plus dangereux. Leurs véhicules sont régulièrement pris pour cible. Parfois, c'est une maison sur leur trajet ou une voiture à côté d'eux. À chaque intervention, Khaled a la boule au ventre. Au moment où l'on reçoit un appel qui nous prévient qu'un bombardement vient d'avoir lieu, la première chose à laquelle je pense, c'est est-ce que je vais arriver là-bas en vie? Et est-ce que je vais revenir en vie? Ou est-ce que je vais mourir sur le trajet? Une balle l'a frôlé lors d'une intervention. Plusieurs ambulanciers ont été tués depuis le début de la guerre, mais plus que le danger, c'est la souffrance dont il est témoin qui affecte Khaled. Hier, la maison de notre collègue a été bombardée. Il y a 3 jours, c'était la maison de son père qui était ciblée. Son père est mort. Hier, son frère est mort. Sa sœur est morte. Son grand-père est mort aussi. Et sa mère est blessée. Notre collègue aussi a été blessé pendant le trajet jusqu'à l'hôpital. On a essayé de l'apaiser, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire? On aura besoin de plusieurs années pour retourner à notre situation d'avant-guerre. Tout ce qu'on veut, c'est que ce bain de sang s'arrête. Partout, du nord au sud de l'enclave, cette même supplication, l'arrêt des combats. Personne ne critique le Hamas face caméra, trop dangereux. Pourtant, à Gaza, la colère à l'égard du mouvement islamiste est parfois aussi forte qu'à l'égard de l'armée israélienne.
Retour dans le sud de Gaza. Amir retrouve son père et sa mère. Il finit son interminable journée, ou du moins c'est ce qu'il pense. Tu peux aller voir où se passe la distribution et aller voir pour l'eau aussi. Tu es déjà fatigué de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Ok, je vais voir pour l'eau. Amir obéit, mais la faim tenaille l'adolescent. Maman, comment on fait aujourd'hui? J'ai pas encore mangé, j'ai faim. Je vais me débrouiller pour te faire à manger. Un repas par jour, 1 ou 2 euros par jour, le quotidien à Gaza est fait de presque rien. L'avenir est difficile à concevoir. Amir, toujours fier de son niveau en maths, espère encore qu'il pourra commencer des études d'ingénieur, malgré l'arrêt des cours. Trouver la force de faire en sorte que la vie continue, coûte que coûte. Rami nous annonce que sa femme Saba attend leur 2e enfant. On a pris la décision qu'on veut que la vie continue, on veut avoir un enfant. Il y avait beaucoup de fleurs qui se sont fanées et on s'est dit on va donner naissance à une nouvelle fleur. Et cet enfant-là, et ça va être l'avenir, il va y construire avec Walid et ses frères l'avenir de la Palestine. Et surtout vivre dans un État indépendant côte à côte avec Israël. On comprend mieux cette phrase qu'il nous avait dite pour décrire le futur à Gaza, un curieux mélange d'espoir et de désespoir. Exceptionnel reportage, merci beaucoup, merci à toutes ces équipes. Vous penchez de quel côté? Espoir ou désespoir quand on voit ces images, quand on y est allé comme vous? Je sais que la question est difficile, mais il y a l'espoir, il y a ces images, il y a cet enfant à naître, c'est beau. Et puis il y a cette phrase aussi, est-ce que tout ça finira? On la ressent, on pourrait même presque parler de l'urbanisme, de ce qu'il reste. Est-ce que cette ville un jour redeviendra une ville ou est-ce que ça restera à l'abandon? Il n'y a pas de doute, je crois, sur le fait que Gaza soit reconstruit. Enfin, d'expérience, on a toujours l'impression que c'est impossible, que pour avoir été dans d'autres villes. Cette comparaison avec les villes allemandes bombardées, oui. Notamment si on pense à Dresde, voilà, ça a mis du temps, mais on était dans une autre époque. On a pu reconstruire. Est-ce qu'ils pourront un jour reconstruire? Bien sûr qu'ils pourront reconstruire les bâtiments. Il n'y a pas de sujet avec ça. Après, voilà ce que je disais tout à l'heure, le bâti se reconstruit plus vite que les hommes. Et il y a des séquelles qui, évidemment, vont rester pour tous ces enfants. Ils ne savent absolument pas quand est-ce qu'ils pourront reprendre les cours. La scolarisation, c'est quelque chose d'important à Gaza. Et puis surtout, ce qui est, je pense, très dur pour eux, moi j'ai senti, parce que je les ai encore une fois très régulièrement au téléphone, quand il y avait toutes les discussions sur le cessez-le-feu, où il y avait Joe Biden qui se disait par exemple optimiste, où il y avait un petit peu cet espoir de bon, ça va être dur, il va y avoir des négociations, mais il va peut-être y avoir ce cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est plus du tout même dans les esprits des gens à Gaza. Il n'y a aucune perspective politique de sortie, ni de cessez-le-feu, ni d'encore moins avec ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Iran et le Liban. Donc ce qui est peut-être le plus dur pour eux, c'est qu'ils ont... Est-ce qu'ils se sentent abandonnés, en fait ? Parce que vous venez d'évoquer le conflit, on en a parlé beaucoup, on va continuer de le faire bien évidemment, entre le Liban, Israël, l'Iran de l'autre côté. Est-ce qu'ils se sentent abandonnés? C'était terrible parce qu'on en parlait quasi chaque jour pour les souffrances engendrées par ces populations, pour le combat entre Israël et le Hamas. Et puis là, les regards ont été détournés, mais pourtant ces images, elles sont là, ces témoignages, ils sont là. Très clairement, je pense que tous les Gazaouis pensent que la pression internationale sur la prise en compte des civils dans les règles d'engagement israéliennes est inexistante, ou en tout cas ne sert à rien. Et tout le monde pense que voilà, il n'y a pas une pression suffisante sur Israël, en tout cas dans la manière dont elle mène cette opération militaire. Par ailleurs, les Gazaouis, si on pense à un cessez-le-feu, ceux qui négocient ce cessez-le-feu, c'est le Hamas. Je crois que tout le monde à Gaza sait aussi que Yahya Sinwar, ce qu'il a dans la tête, c'est pas d'arriver à obtenir le bien-être de la population gazaoui demain, pas du tout. Donc c'est pas des gens qui ont des représentants, en fait, ils en ont pas. Donc oui, ils sont abandonnés dans ce sens-là, à la fois par la pression qui ne marche pas, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais qui ne marche pas sur les règles d'engagement, et leurs dirigeants assument totalement que les Palestiniens de Gaza doivent payer ce prix. En l'occurrence, Yahya Sinwar, c'est quelque chose qu'il pense. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui l'a dit en plus à de nombreuses reprises. Pour lui, c'est le prix à payer. Donc c'est comme ça. C'est le prix à payer de quoi ? Vous dites, je l'ai rencontré. Quand il vous dit c'est le prix à payer, pourquoi ? Il me le dit pas à moi. Non, mais enfin, oui, c'est le prix à payer. Comment il le justifie ? Et est-ce qu'il doit le justifier ? Peut-être pas, d'ailleurs. Il a une idée en tête. Il l'avait dit d'ailleurs quand il était en prison en Israël à l'époque,
Pour lui, la Palestine, en Grande Palestine, ça doit être une terre islamique. Point terminé, à la ligne. Enfin, c'est la mentalité des Yassinoirs, c'est ce à quoi il croit. Il a dit d'autres choses, il a biaisé. Bon, après, il y a eu le 7 octobre, donc on a bien vu ce qu'il a dans la tête. Lui, il l'a dit, il faut écouter aussi les gens quand ils parlent. Son idée, c'est ça, donc c'est le prix à payer pour ça. Donc voilà, c'est d'ailleurs, enfin, ce qui est terrible, lui qui entraîne la région dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc si vous voulez, les Gazaouis là-dedans, ils savent très bien, ils connaissent très bien les dynamiques internes, les rapports de force dans leur population. Et le cycle, quelque part. Oui, donc qui représente ça les recommencera. aujourd'hui? Ce qui est terrible, c'est ça, dans ce reportage, en fin de compte, quand... voilà, ces images, à un moment donné, vous avez le travelling du drone dans cette grande rue, dans cette artère, et qui mène nulle part. Et on a l'impression qu'en fin de compte, pour les gens que vous avez interrogés, que les équipes ont interrogés, ça mène nulle part. Il y a des petits bouts de vie, comme cet enfant, comme cette piscine. Voilà, et c'est tout, en fait. En fait, moi, ce qui me frappe dans ce reportage, il se trouve qu'avec Gwendoline, on a couvert chacun des conflits à Gaza qui parfois duraient 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Là, ça fait 1 an que ça dure. Et le Rami Abou Jamous qu'on voit avec son petit garçon Walid, il a quitté le nord de Gaza, son appartement. On voit la fuite des combats. On voit ses voisins morts. Il s'installe dans un premier campement, mais en fait, la zone n'est pas assez sûre. Et en vérité, il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Donc, il bouge à nouveau. Il reconstruit une tente un peu plus tard, etc. Et on ne voit pas, en tout cas pour cette population, on ne voit pas d'issue. C'est-à-dire que sur les conflits précédents, que ce soit 2009, 2012 ou 2014, et à un moment donné ça s'arrête, il y a un cessez-le-feu, et je me souviens de scènes vécues là-bas où les gens, il y a comme un grand ouf de soulagement, vous entendez quelques feux d'artifice, et puis la vie petit à petit reprend. Là, ça fait 1 an que ça dure. Il y a un état d'épuisement, de fracturation de cette société gazaoui qui est, je pense, sans précédent, avec les conséquences, notamment sur les enfants, parce que c'est un des angles que Gwendoline a choisi, cette structure familiale. Il y a des enfants, enfin, le petit Walid, ça fait 1 an qu'il vit ça, qu'il vit les bombardements, qu'il vit sous la tente, etc. Il y a des traumatismes absolument incroyables, parce que bien évidemment, ça se mesure pas aujourd'hui, de toute façon. Voilà, comme le dit Gwendoline, pour reconstruire les âmes et cette jeunesse qui n'est plus scolarisée, qui vit à moitié dans les ruines, qui doit travailler pour gagner quelques shekels. Voilà, c'est tout ça que ce reportage montre, avec à la fin, et c'est pour ça que Gwendoline a appelé ce reportage « La vie malgré tout », cette incroyable résilience d'une partie de cette population. Voilà, la femme de Rami Abou Jamous attend un enfant, et c'est une preuve de résilience absolument dingue. Puisqu'on parle d'enfants, est-ce que, Gwendoline, mais vous pouvez intervenir bien évidemment, vous poser des questions, hein, mais est-ce que ces enfants sont des proies pour le Hamas ? Ou est-ce qu'ils arrivent encore à rester dans le peu de structure familiale ou le peu d'environnement qui pourrait s'apparenter à l'enfance, ou est-ce qu'ils sont chassés ? Non, mais bien évidemment que dans ces conditions-là, ça crée un bassin de recrutement. Évidemment, pour le Hamas, je crois que c'est une des conséquences un peu évidente, malheureusement, de ces conditions de vie et de ce conflit à Gaza, de cette opération militaire qui se poursuit sans perspective politique. Après, moi, je note de conversations diverses avec bien plus de Gazaouis que ceux qu'on voit dans le reportage, qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très en colère contre le Hamas. Enfin, moi, en tout cas, je note pas je dis pas qu'il n'y a pas de pro-Hamas à Gaza, hein, bien sûr, mais je note pas d'une manière générale dans la population des gens qui diraient à leurs enfants vas-y, engage-toi, va rejoindre le Hamas dans les tunnels. Ce qui est assez d'ailleurs impressionnant, c'est qu'après 1 an de guerre, de bombardement, je ne crois pas qu'on puisse dire du tout que Gaza est pro-Hamas, voire l'inverse. Mais... Ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il ne reste les ruines, et que celles qui n'ont pas réussi à s'échapper, à avoir les moyens de quitter cet endroit. Et on a envie de se demander... Il y a quand même quelques Gazaouis qui ont pu partir par l'Égypte en payant le prix fort. Oui, aujourd'hui, c'est plus possible. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on a l'impression, en voyant ces images, en voyant ce reportage, qu'il y a plus que ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance, ou pas plus. Ou ceux qui, par choix, par ailleurs, sont restés. Qui n'ont pas voulu. Dans un autre conflit, en Ukraine, par exemple, vous avez des gens qui, sous les combats, disent de toute façon, je n'ai pas ailleurs où aller, donc je vais rester. Mais ce que je veux dire, c'est que
Où est le Hamas? Où sont les combattants? Contre qui Israël s'est battu quand on voit ces images-là? Ils sont majoritairement en sous-sol. Ils sont toujours dans les sous-sols? Oui, je pense qu'Israël a détruit une partie de l'infrastructure souterraine du Hamas, mais certainement pas la totalité. Ce qui fait que ça peut encore durer longtemps et que les Israéliens peuvent très bien rester dans ce qu'on appelle le corridor de Netzarim, qui coupe la bande de Gaza en deux, pour faire des incursions l'année prochaine, l'année d'après, encore l'année d'après, parce que c'est extrêmement compliqué vu ce que le Hamas a mis en place à Gaza, toute leur structure souterraine. C'est très Donc l'éradication est illusoire. Ce que l'on a essayé de nous faire croire a peut-être que partiellement marché. Ce qui est vrai, c'est que là, ce qu'on voit, c'est des images de dévastation d'une société qui a été brutalisée pendant l'année en fait qui vient de s'écouler. Mais ça s'inscrit quand même dans un contexte qui, lui, était beaucoup plus ancien et n'a pas changé. Moi, je rappelle quand même que le Hamas, il est au pouvoir à Gaza depuis 2005. C'est-à-dire, en fait, ça fait 20 ans. Donc, les jeunes gens qu'on voit là, ils n'ont connu que le règne du Hamas. Et on sait qu'avant le 7 octobre, la situation de Gaza, déjà d'un point de vue humanitaire, elle n'était pas bonne. C'était, selon les mots de David Cameron, une prison à ciel ouvert. Donc, de fait, il y avait quand même un gros problème économique et social, de très fort taux de chômage, etc. Donc, la guerre, elle a accentué, elle a encore plus dégradé la situation. Maintenant, ces gens ne sont pas non plus... Enfin, il faut peut-être faire attention aussi à ne pas avoir un regard trop compassionnel sur eux, dans le sens où ce sont des gens comme vous et moi, c'est-à-dire ils ont leur culture, leur famille, leur religion. Ils sont insérés dans des relations sociales qui sont assez complexes. Et moi, je crois qu'il y a un aspect qui est toujours intéressant quand les experts nous parlent de Gaza, c'est la famille élargie, les clans qui régissent en fait cette société depuis... vous savez, Gaza, c'est une société de gens qui étaient là depuis des siècles, et puis des gens qui y sont venus parce que Gaza, c'est le résultat de la première guerre de 48. C'est la ligne de cessez-le-feu entre l'Égypte et le nouvel État israélien qui a créé la bande de Gaza. Donc, il y a d'ailleurs des camps de réfugiés partout dans le territoire. Donc il faut prendre en compte cela. Et par ailleurs, sur l'avenir, pour rester sur un côté un peu plus optimiste, même si on n'en parle pas aujourd'hui, il y a ces fameuses solutions politiques qui circulent. Par exemple, le déploiement d'une force de paix internationale à dominante arabe, ça pourrait être une solution pour éviter que la bande retombe sous la coupe du Hamas sitôt que l'armée israélienne en serait partie. Oui, mais ce que disait Gwendoline, c'est-à-dire que voilà, les routes et les Russes sont peut-être vides, mais en dessous, il y a les combattants du Hamas. Donc, on a l'impression qu'on a peut-être du côté israélien combattu à l'extérieur, mais pas en sous-sol. Donc, tout ça va recommencer. Et ils ressortiront de ces trous. Oui, c'est possible. Bien sûr, c'est déchirant de voir la population gazaouite dans sa souffrance. Je pense qu'il y a énormément d'Israéliens, justement, qui appellent d'arriver à un accord qui va permettre d'abord la libération de 100 otages. Celles qui manifestent aussi, chaque soir. Voilà, des retours, il faut les rappeler parce que ça va faire... Parce qu'il y a encore des otages israéliens. Tout à fait, il y a encore 101 dans ces endroits. 101 otages et aussi un cessez-le-feu qui va justement peut-être donner un certain espoir aux Gazaouites. Mais de l'autre côté, avec toute cette critique contre ce que le gouvernement Netanyahou la campagne militaire, il ne faut pas oublier, c'était bien rappelé. On est quand même 364 jours après le 7 octobre. Chaque jour était une opportunité pour Yahya Sinwar, pour Hamas, d'arrêter, de dire tout simplement, on arrête tout ça, on rend les otages et tout s'arrête. Donc d'un côté, il y a la pression internationale sur Israël, certes, mais où est-ce qu'elle est la pression sur Hamas? On parle un peu moins. Est-ce que c'est pas parce que justement cette organisation assume et tout le monde dit ok, ils assument, on ne peut pas mettre la pression sur eux de toute façon. Ils s'en fichent en fait, pardonnez-moi les mots de sort des Gazaouites.